Alors, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Mon nom est Dorothée Comtois-Cabana. Je suis étudiante à la maîtrise en santé publique et aussi la coordonnatrice du réseau Calaxia. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire intitulé La qualité de vie, l'insertion sociale et les besoins des résidents en logement permanent avec soutien, approche SRA. Ce webinaire vous est offert par la santé mentale des populations du RRSPQ et le réseau Calaxia. Alors, je vous présente un peu l'Axe santé mentale des populations. Il a été créé en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe présentement plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés provenant de plusieurs milieux qui travaillent sur des thématiques diversifiées. L'Axe offre plusieurs opportunités de financement comme des initiatives structurantes et différents concours pour les chercheurs et étudiants, mais aussi offre des opportunités de rayonnement des projets de recherche de ses membres. Aussi, l'Axe offre des activités de transfert de connaissances sous forme de webinaires présentés par des membres de l'Axe et aussi d'autres acteurs impliqués dans la santé mentale des populations au Québec. Ce webinaire vous est aussi présenté par le réseau Calaxia. Calaxia est un réseau mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès des publics diversifiés comme les gestionnaires et les professionnels des services de santé et des services sociaux, ainsi que dans le milieu communautaire. Cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires, des publications brèves et aussi des ressources en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web ou les réseaux sociaux de Calaxia. Alors, un peu avant de débuter, juste un rappel de certaines consignes. Je vous informe que la séance va être enregistrée et sera par la suite disponible sur le site web du réseau de Calaxia et ainsi sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Certaines informations complémentaires seront mises à votre disposition dans la section clavardage. Pour cette toute autre question, notamment les questions techniques, vous pouvez les écrire dans le module conversé et Armelle Imboua, qui est la coordinatrice de l'Axe santé mentale des populations, se fera un plaisir de vous répondre. Nous aurons une période à la fin d'échanges et de questions. On vous invite à utiliser le module réaction au bas de votre écran pour lever la main si vous avez des questions ou des commentaires. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférencières pour aujourd'hui. On a Marie-Josée Fleury, qui est professeure titulaire à l'Université McGill et est chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Elle est aussi la responsable de l'Axe santé mentale et populations du RRSPQ. Elle est aussi accompagnée aujourd'hui de Lia Genti, qui est chercheuse collaboratrice au risque et elle est aussi membre de l'Axe santé mentale et populations du RRSPQ. Le laboratoire de recherche de Marie-Josée Fleury, incluant Lia Genti, s'intéresse aux facteurs clés de l'adéquation des services aux besoins des usagers en santé mentale, dépendance et itinérance. Il couvre l'évaluation des politiques et des services, l'épidémiologie psychiatrique et les études de besoins d'impact. Marie-Josée Fleury compte plus de 300 publications et autant de conférences scientifiques et plusieurs en collaboration avec Lia Genti. Alors, je vous présente nos conférencières et maintenant, c'est là la conférence. Alors, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Je mets ma présentation. Vous enlevez la vôtre. Donc, est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est correct? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Donc, on va vous présenter les résultats d'une recherche que nous avons fait, donc qui s'est intéressée aux besoins et à la qualité de vie et l'insertion sociale des résidents en logement permanent avec soutien. Je vais faire référence dans ma présentation au LPS. En fait, c'est une approche qui est plus connue au Québec sous le nom de approche SRA. Donc, stabilité résidentielle avec accompagnement. Comme ça a été indiqué, là, je vais présenter avec Lia Gentil, qui a été ma stagiaire de postdoctorale pendant plusieurs années. Et aussi, je voudrais remercier mon équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui travaille avec moi depuis 10 à 20 ans. Donc, Armelle Imboua, qui est ici avec nous, Guy Grenier, Zirong Sao,
J'aimerais aussi remercier nos partenaires. Là. Cette recherche-là a été vraiment faite en étroite collaboration avec plus d'une vingtaine de partenaires, principalement du réseau communautaire, mais aussi certains CIUS. Donc, un grand merci aux partenaires de la recherche et aussi aux usagers. Bien sûr, sans les usagers qui sont en LPS, cette recherche n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, un grand merci à tout ce monde. Donc, une recherche, c'est vraiment un projet collaboratif. Alors, ma présentation n'avance pas. OK, parfait. Bon. Alors, dans les quelques minutes qui me sont allouées, je vais vous présenter quelques mots donc, sur le contexte de l'étude. Par la suite, je vais vous présenter un peu les balises de notre projet de recherche et je vais surtout vous présenter des résultats de recherche qui sont reliés aux besoins non comblés de cette clientèle, à la qualité de vie et à l'insertion sociale. Et par la suite, donc, Lia va prendre la parole et vous présenter les résultats de deux recherches qui ont porté davantage sur la détérioration de la qualité de vie pendant la période du COVID-19. Donc, nous avons fait une sous-étude spécifiquement sur la détérioration de la qualité de vie durant le COVID. Alors, c'est tout à fait intéressant de vous parler de l'itinérance cette semaine. Comme vous le savez, le rapport sur le dénombrement de l'itinérance est sorti la semaine passée. Ça fait l'objet de pas mal de publicité. Alors, on a donc annoncé que durant une nuit, donc, on avait plus de 10 000 personnes en situation d'itinérance et on a aussi identifié qu'il y avait une augmentation des personnes en situation d'itinérance de l'ordre de 40 si on compare le rapport de 2022 à celui de 2018. Quand on regarde dans la littérature scientifique, je vous dirais que les personnes en situation d'itinérance, ça représente environ moins de 1 de la population générale. Vous le savez, donc, les personnes qui sont en situation d'itinérance, c'est les personnes parmi les plus vulnérables et même le groupe probablement le plus vulnérable. Quand on fait référence à l'itinérance, on sait qu'il y a plusieurs groupes, donc on peut faire allusion à l'itinérance situationnelle, cyclique, cachée et même absolue. Dans notre projet de recherche, on s'est intéressé à l'itinérance chronique. Alors, c'est quoi l'itinérance chronique? Ce sont des personnes qui ont été itinérantes durant 1 an consécutivement ou 4 fois dans une période de 3 ans. On estime que l'itinérance chronique, ça représente environ 20 des personnes en situation d'itinérance. Et je dirais, quand on regarde la littérature scientifique, c'est une majorité de la littérature qui traite de l'itinérance chronique. Ces personnes sont estimées à avoir une espérance de vie d'environ 20 ans de moins que la population générale. Quand on parle de l'itinérance, une des premières stratégies qu'on met de l'avant pour contrer l'itinérance promue au Canada, promue au niveau international, c'est le logement permanent avec soutien ou ce qu'on appelle au Québec davantage la stabilité résidentielle avec accompagnement, donc le SRA. Alors, vous savez, c'est une approche qui est inspirée de Housing First, qui est un modèle new-yorkais. C'est un modèle qui privilégie, en fait, qui cible l'itinérance chronique et les personnes qui ont des troubles de santé mentale. C'est une approche aussi qui se veut une alternative à ce qu'on appelle l'approche traitement first. De plus en plus, on promue, je vous dirais, d'insérer les personnes dans des situations et plutôt de les accompagner que plutôt de les préparer à une démarche comme l'insertion en logement. Donc, contrairement dans le traitement first, on met de l'avant le fait qu'il faut préparer les personnes, les insérer dans les logements transitoires et après ça, les personnes accèdent au logement permanent avec soutien, ce qu'on ne fait pas dans l'approche Housing First. Aussi, les personnes ne sont pas obligées de suivre un traitement pour leurs troubles mentaux ou la dépendance. Par contre, c'est fortement conseillé. Et les personnes accèdent bien sûr directement au logement permanent de leur choix. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de balises, là, dont des balises financières. Quand on regarde la littérature, il y a deux types de LPS qu'on voit. Donc, le LPS dispersé dans la communauté et le LPS concentré dans un établissement ou dans un site. Alors, les différences, le LPS dispersé, c'est vraiment le LPS de type Housing First. Donc, c'est un logement privé où on a des ententes avec des propriétaires pour y loger des personnes. Il y a un supplément au loyer, c'est-à-dire que les personnes ne consacrent que 25 à 30 de leurs revenus pour défrayer le prix du logement et le reste, c'est une subvention. Et ces personnes reçoivent un suivi intensif ou un soutien d'intensité variable selon leurs besoins. Dans le modèle LPS concentré, donc ce sont des logements construits dans un site distinct. Donc, chacun des usagers ont leur propre appartement, mais on a aussi des aires communes, des salles ou des cuisines communautaires.
Et il y a aussi la présence sur place d'intervenants qui offrent du soutien communautaire. Je dirais qu'au Québec, c'est un petit peu plus compliqué que ces deux modèles qu'on voit dans la littérature. Au Québec, on a plutôt deux modèles de LPS concentrés, soit des logements communautaires qui sont gérés par des organismes communautaires et aussi dont le soutien est obtenu par les organismes communautaires, et des logements sociaux. Ce sont des logements gérés par la ville avec aussi des contrats de service avec les organismes communautaires qui assurent davantage le soutien en logement. Quand on regarde la littérature sur les bénéfices du logement permanent avec soutien comparé au traitement usuel, je vous dirais qu'il y a un consensus évident que le LPS augmente la stabilité résidentielle des personnes. Et aussi, il y a un consensus sur le fait que le LPS contribue à diminuer les soins aigus. Par soins aigus, j'entends les services à l'urgence et l'hospitalisation. Par contre, les résultats sont plus mitigés quant à la qualité de vie et l'insertion sociale, et aussi plus mitigés par rapport à l'amélioration de la santé, du revenu ou de l'emploi des personnes. Maintenant, je vous présente un peu les balises de notre projet. Donc, notre projet qui était financé par le CRSH visait à répondre à deux questions. En fait, on s'est intéressé à voir si les besoins comblés, la qualité de vie ou l'insertion sociale différaient selon les modèles de LPS. On voulait aussi dans le projet voir si les personnes qui étaient intégrées en LPS depuis plus longtemps avaient de meilleurs résultats en termes de rencontre de besoins, qualité de vie et insertion sociale. Et on s'est aussi intéressé dans le projet à regarder les facteurs individuels et organisationnels qui contribuaient à favoriser l'encontre des besoins des personnes, la qualité de vie et l'insertion sociale. On a, comme je l'ai tantôt, fait une sous-étude sur la qualité de vie pendant la période de la COVID, et Lia va vous présenter les résultats aussi de deux études. Alors, au niveau des critères d'éligibilité, on a ciblé une clientèle adulte et une clientèle qui était logée en LPS depuis au moins 6 mois. On a travaillé en fait en étroite collaboration avec 25 organisations offrant du LPS à Montréal. Notre recrutement s'est fait de janvier 2020 à avril 2022. Bien sûr, on a arrêté durant la période de COVID environ 6 mois. Et les organismes nous ont référé 345 résidents qui étaient donc logés en LPS. Et en finale, donc, on a eu un échantillon de 308 usagers. Alors, les résultats que je vous présente aujourd'hui, c'est sur 308 personnes pour un taux de réponse de 89 %. Alors, pour la collecte des données, donc, on a fait des entrevues quand même assez exhaustives avec ces personnes d'environ 90 minutes. C'était un questionnaire fermé qu'on a utilisé, qui incluait aussi beaucoup d'échelles standardisées. Je vous dirais qu'on a un autre projet de recherche là, qui a été financé récemment par le CRSH, où on a ajouté un volet qualitatif à cette étude, où on sonde donc davantage les usagers, un sous-groupe d'usagers sur la rencontre de leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait contribuer à mieux répondre à leurs besoins, améliorer leur qualité de vie, leur intégration sociale, et aussi on sonde les ressources, donc les gestionnaires de ressources pour avoir leur opinion sur ces différentes composantes aussi. Alors, ici à l'écran, vous voyez un petit peu les différentes variables qu'on a étudiées dans notre étude. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un questionnaire quand même assez exhaustif. On a regardé les caractéristiques socio-démographiques de la clientèle. On a regardé aussi les caractéristiques cliniques de la clientèle, leur utilisation de services. On avait aussi des variables de logement, qualité du logement, et bien sûr nos variables de résultats qui étaient les besoins comblés ou non, la qualité de vie et l'insertion sociale. Ici, je vous donne quelques résultats sur les caractéristiques cliniques et sociodémographiques de notre clientèle. Donc, les résultats que je vais vous livrer aujourd'hui, je vous dirais qu'on a majoritairement quand même plus d'hommes dans notre échantillon, donc 67 des hommes. Donc, notre échantillon est formé à 60 de personnes entre 50 et 64 ans. On a une majorité, donc 96 de notre échantillon qui sont formés de personnes vivant seules. 79 de notre clientèle est sur l'aide sociale. On a quand même une majorité des personnes sondées qui vivaient en logement permanent avec soutien concentré et 40 qui vivaient en logement permanent avec soutien dispersé.
On a quand même recruté 22 de personnes qui vivaient dans les logements permanents avec soutien depuis plus de 5 ans. Et comme je vous disais tantôt, donc on a regardé là, des variables de qualité du logement et du quartier qui sont peut-être moins étudiées dans d'autres études. Donc, en termes de quartier, la qualité physique du quartier, le soutien, la cohésion, les troubles dans le quartier. En termes de caractéristiques cliniques de notre clientèle, donc étudiée, 39 de notre population avait des troubles mentaux graves, 22 étaient sans troubles mentaux. Je vous dirais que c'est un résultat qui nous a un peu étonnés parce que on sait le programme Housing First vise vraiment des personnes en situation d'itinérance chronique mais ayant des troubles mentaux. Donc la façon pour mesurer les troubles mentaux, donc on avait quand même 2 instruments standardisés. Comment on peut expliquer qu'on ait quand même 22 de notre clientèle sans troubles mentaux? Peut-être le fait aussi qu'on a de la clientèle qui est dans les LPS depuis 10 ans, 15 ans. Peut-être aussi que les critères d'inclusion dans ces ressources à l'époque étaient moins stricts qu'elles le sont là, dans des programmes plus comme de type Housing First. Donc, on a aussi sondé la détresse psychologique des personnes. C'est une variable, vous allez voir, qui ressort comme assez importante dans notre étude. Donc, c'est pour ça aussi que je vous la souligne. Donc, quand même, une personne sur 3 qui avait une importante détresse psychologique modérée à sévère. On a aussi sondé la perception des personnes elles-mêmes de leur santé mentale et de leur santé physique, et 45 nous ont dit qu'il y avait une mauvaise à correcte santé mentale et santé physique. On a regardé aussi beaucoup de variables d'utilisation de services, et je vous parle essentiellement ici de 2 variables, l'utilisation des urgences et les hospitalisations. Donc, 37 quand même de notre échantillon avait utilisé les urgences dans une période de 12 mois avant l'entrevue, et 22 avaient été hospitalisés dans la période de 12 mois. Je vous dirais que ça rencontre pas mal les résultats qu'on a à la grandeur du Québec pour la population qui a des troubles mentaux. Mon équipe a fait beaucoup d'études sur les urgences, et c'est un peu les résultats qu'on a donc pour cette clientèle ayant des troubles mentaux. Quelques limites à garder en tête quand je vais présenter les résultats de l'étude. Donc, on a un échantillon donc, de convenance, donc pas un échantillon aléatoire. On a donc une population plus vieille, donc 3/4 de notre échantillon a plus de 50 ans, donc les jeunes sont sous-représentés. Puis, bien sûr, on a des résultats autodéclarés qui comportent des biais de mémoire. Alors, je vous présente les résultats de 3 articles scientifiques. Un premier article qu'on a soumis la semaine dernière, donc c'est tout frais. Alors, dans cet article, on s'est intéressé aux besoins non comblés. Je vous dirais donc très peu d'études qui se sont intéressées aux besoins non comblés des adultes qui demeurent en logement permanent avec soutien. On a trouvé en fait dans la littérature une seule étude qui s'est intéressée aux besoins non comblés chez les jeunes et qui utilisait aussi un questionnaire non standardisé. Aussi, très peu d'études se sont intéressées à l'intensité et la diversité des besoins non comblés chez la population vulnérable. On a trouvé en fait une seule étude qui s'intéressait plus à la dépendance. Puis il y a très peu d'études aussi qui ont regardé les caractéristiques du logement, l'utilisation des services qui expliquent les besoins non comblés, ce qu'on a fait aussi dans notre étude. Donc, notre étude visait à évaluer les besoins de soins non comblés les plus importants et les obstacles aux soins, et visait aussi à étudier les caractéristiques associées à un plus grand nombre de besoins non comblés. On a utilisé un instrument standardisé qui est le Perceived Need for Care Questionnaire, le PNCQ. Alors, c'est un instrument très intéressant. Excusez-moi. Il regarde 8 types de services que vous voyez à l'écran, donc c'est assez complet. On fait pas mal le tour de la palette des besoins possibles d'une clientèle vulnérable. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi avec le PNCQ, c'est qu'on regarde on regarde si la personne n'a pas de besoin. On regarde si la personne elle a des besoins, mais qui sont comblés. Et on regarde aussi les besoins non comblés, qu'on différencie aussi en besoins partiels ou en besoins totalement non comblés, parce qu'on peut recevoir des services pour répondre à nos besoins, mais insuffisamment, ou les services ne sont pas adéquats. Donc, on fait cette différenciation-là. Dans l'étude, je vais surtout vous parler des besoins non comblés qui intègrent des besoins partiellement comblés et totalement non comblés. Au niveau du PNCQ, on regarde aussi les barrières qui expliquent les besoins non comblés, qu'on regroupe en barrières motivationnelles et barrières structurelles. Alors, je vous expose un peu la différence entre les deux. Donc, les barrières motivationnelles, ça va être par exemple si l'usager nous indique
qu'il préfère se débrouiller seul et donc ne veut pas avoir recours aux services de santé, ou il peut aussi indiquer qu'il préfère se fier à sa famille ou à ses amis pour l'aider et non pas avoir recours aux services de santé. Les barrières structurelles sont de type la personne ne sait pas où aller pour qu'on réponde à son besoin, pour demander de l'aide. L'aide n'est pas disponible. On sait qu'au Québec, on a des listes d'attente très, très importantes dans les services spécialisés ou même les soins primaires de santé mentale, ou la personne peut indiquer aussi qu'elle n'a pas les moyens financiers. On sait qu'il y a des services aussi qui sont moins accessibles publiquement, dont tout le soutien à la thérapie, donc la psychothérapie, là, qui est majoritairement privée. Donc, je vais très peu vous parler des analyses qu'on a fait dans les trois études, mais grosso modo, on a fait des analyses standards, descriptives, bivariées, multivariées. Tous nos trois variables que je vous présente, ce sont des variables continues. Donc, notre VD, notre variable dépendante, c'est une variable continue. Donc, on a fait des analyses pour les variables continues. Alors, je vous présente les résultats de ce premier article donc, sur les besoins non comblés à partir donc du Perceived Need Care Questionnaire. Donc, on a trouvé dans notre étude donc, que 56 quand même des résidents avaient des besoins non comblés, donc c'est vraiment important. Donc, une majorité des résidents nous ont indiqué avoir des besoins non comblés. Le principal besoin non comblé, je vous dirais, en fait, il y en avait trois. C'est le soutien thérapeutique, les besoins d'information et le soutien financier, mais un peu plus de besoins au niveau du soutien thérapeutique où, en fait, on retrouvait le nombre de besoins totalement non comblés le plus important. Le premier type de service sans besoin était le besoin de base, où 75 des personnes nous ont indiqué ne pas avoir de besoin de base. Je trouve que c'est un résultat intéressant parce qu'on sait que les besoins de base, c'est à la base de la pyramide de Maslow. Et on sait aussi que le logement permanent avec soutien répond principalement aux besoins de base, qui est le logement. Le premier besoin comblé était la médication. Donc, 39 des personnes nous ont indiqué avoir des besoins comblés en termes de médication. On sait que la médication aussi est assez bien couverte par le système de santé publique au Québec. Je dirais quand on regarde les résultats de cette étude, ça se compare quand même assez bien avec ce qu'on voit pour la population vulnérable. À 56 de besoins non comblés, quand on regarde la littérature qui s'est intéressée plus aux besoins non comblés au niveau des troubles mentaux, on a des résultats assez similaires. Par contre, quand on regarde les besoins non comblés dans le domaine de la dépendance ou de l'itinérance, particulièrement absolue, on a des statistiques beaucoup plus élevées, là, de l'ordre de 85 à 65 de besoins non comblés. Le soutien thérapeutique, c'est principalement aussi le besoin qu'on retrouve le moins bien adressé quand on regarde la littérature sur les populations vulnérables. Un autre résultat intéressant de notre étude, c'est qu'on a dénoté qu'il y avait 44 de personnes qui avaient des besoins non comblés, puis expliquaient ces besoins non comblés par des barrières structurelles versus 21 de personnes qui avaient trouvé plutôt des barrières motivationnelles. Donc, on voit que les barrières structurelles sont beaucoup plus importantes de l'ordre du double des barrières motivationnelles. Donc, on s'est intéressé aussi dans cette étude à regarder des facteurs qui étaient plus associés à l'augmentation des besoins non comblés ou positivement donc associés au fait de réduire les besoins non comblés. Donc, je vous donne les résultats ici les plus significatifs qu'on a trouvés. Donc, les personnes qui avaient des troubles mentaux et dépendance en concomitance avaient des besoins plus non comblés. Les personnes qui aussi avaient plus de détresse psychologique modérée, sévère, rencontraient aussi des besoins, plus de besoins non comblés. Et à l'opposé, les personnes qui avaient moins de besoins non comblés étaient plus, on les retrouvait plus en LPS concentré plutôt qu'en LPS dispersé. Et ces personnes aussi rapportaient une satisfaction plus élevée par rapport au soutien reçu en logement et au niveau des services ambulatoires. Je vous parle aussi un peu de nos résultats reliés à notre étude sur la qualité de vie. Alors, la qualité de vie, c'est un article donc nous avons publié déjà, ça fait quelques mois. Vous savez, la qualité de vie, c'est une des mesures clés de résultats pour estimer l'état d'une population vulnérable. Il y a très peu d'études d'une façon générale sur la qualité de vie et particulièrement qui s'est intéressé à distinguer la qualité de vie des personnes en logement dispersé ou en logement concentré.
Pour cette étude, on a utilisé donc un instrument standardisé qui est le Satisfaction with the Life Domain Scale, qui est un instrument donc, qui mesure la qualité de vie reliée à 20 dimensions. Donc, on fait pas mal le tour là, des dimensions importantes de la qualité de vie, la santé, la vie sentimentale, les activités quotidiennes, la situation financière, donc sur une échelle de 1 à 5. Et ici, je vous donne donc les principaux résultats qu'on a trouvés donc de facteurs qui sont associés à une qualité de vie plus positive ou au contraire, les facteurs qui sont associés à une baisse de la qualité de vie. Alors, on a trouvé donc des personnes qui percevaient leur santé comme étant plus positive, autant leur santé physique que mentale, et les personnes qui rapportaient en fait pas ou peu de détresse psychologique rapportaient une meilleure qualité de vie. Une statistique intéressante qu'on a trouvée, c'est que les personnes qui étaient intégrées en logement permanent avec soutien depuis plus longtemps, donc plus de 5 ans, rapportaient aussi une meilleure qualité de vie. Au contraire, les personnes qui rapportaient une moins bonne qualité de vie avaient moins d'éducation. Donc, si on comparait les groupes qui avaient un secondaire 5 ou moins versus plus en fait collégial et plus, les personnes aussi qui avaient des troubles mentaux incluant des dépendances rapportaient une moins bonne qualité de vie et les personnes qui avaient utilisé davantage des soins aigus rapportaient aussi une moins bonne qualité de vie. Quelques mots maintenant sur notre troisième article qui s'est intéressé à l'insertion sociale des résidents en LPS. Donc, ici, encore, je vous dirais, l'insertion sociale, c'est une mesure clé pour évaluer l'état d'une population vulnérable. Et encore une fois, ici, un peu comme la qualité de vie, il y a très peu d'études qui sont intéressées à regarder les facteurs qui contribuent à l'amélioration de l'insertion sociale de la clientèle en LPS et particulièrement qui ont regardé les variables de logement et de services associés. On a utilisé aussi un instrument standardisé pour mesurer l'insertion sociale, le Community Integration Measure, qui regarde 10 dimensions de l'intégration sociale. Donc, encore un instrument, là, en tout cas, on a regardé beaucoup d'instruments. Je voudrais que c'est celui qu'on a trouvé le plus intéressant, qu'on trouvait qui mesurait mieux ce concept d'insertion sociale. Cette échelle de mesure aussi établit un score là, sur une échelle de 5. Ici, donc, je vous rapporte ce qu'on a retrouvé d'éléments qui contribuent à une amélioration de l'insertion sociale ou au contraire à une baisse de l'insertion sociale de la clientèle. Donc, des personnes, encore une fois, qui étaient intégrées en logement permanent avec soutien concentré rapportaient une meilleure intégration sociale que les personnes intégrées en logement permanent avec soutien dispersé. Un autre variable quand même assez intéressante qu'on a trouvé ici aussi, c'est les personnes qui s'estimaient vivre dans de meilleurs quartiers au niveau de l'état physique des quartiers et aussi du soutien rapporté dans les quartiers avaient une meilleure intégration sociale. Au contraire, encore une fois, la variable de détresse psychologique qui revient, les personnes qui avaient donc une grande détresse psychologique rapportaient moins d'insertion sociale et les personnes qui avaient des besoins aussi non comblés. D'une façon globale, je vous dirais quand on regarde les variables qui sont associées à de meilleurs résultats de nos variables d'outcome, on peut quand même voir un certain nombre de patrons. Donc, il y a des variables qui reviennent plus systématiquement dans nos 3 études que je voudrais souligner, et particulièrement la détresse. Donc, la détresse, le fait de ne pas avoir de détresse ou très peu de détresse, je dirais est-ce que cette variable-là, elle est rapportée dans nos 3 études. Donc, avoir pas ou peu de détresse et relier une meilleure qualité de vie, une meilleure insertion sociale et le fait d'avoir des besoins plus comblés. Une autre variable aussi importante, aussi la qualité des quartiers, qui est aussi reliée aux 3 mesures d'outcome, le fait de résider dans des quartiers de meilleure qualité. En fait, d'une façon générale, je vous dirais que c'est un peu un sens commun. Les personnes qui rapportaient de meilleures conditions de santé, particulièrement de santé mentale, rapportaient aussi de meilleurs outcomes. Et une autre variable importante, c'est le fait de rapporter peu de besoins. Donc, en fait, pas ou peu de besoins non comblés. C'est relié à une meilleure qualité de vie, insertion sociale. D'autres variables aussi importantes dans nos modèles, le fait de rapporter une satisfaction envers les services élevés pour les services, le soutien en logement et les services ambulatoires et relier une meilleure qualité de vie et à la rencontre des besoins.
l'estime de soi aussi est une variable importante. En fait, ce qu'on a vu dans nos études, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre une meilleure intégration sociale euh, et qui faisait en sorte qu'on avait une meilleure qualité de vie et qui faisait en sorte aussi qu'on avait moins de besoins non comblés. Quelques recommandations maintenant, je termine sur ça, reliées à nos trois articles. On a vu que la variable qualité des quartiers était très, très importante. Cette variable-là, elle est reliée à nos trois mesures d'outcome. L'importance vraiment de développer des logements permanents avec soutien dans des quartiers estimés de qualité par la clientèle. On a vu aussi que quand même, dans deux outcomes sur trois, le logement permanent concentré est associé à de meilleurs résultats. Je peux envoyer le message ici que un modèle de logement est meilleur qu'un autre. C'est pas l'idée, mais on voit quand même que dans nos résultats, en tout cas, le logement permanent concentré ressort comme permettant de meilleurs résultats que le logement permanent dispersé, ce qui nous fait dire qu'il faut vraiment, particulièrement pour le groupe logement permanent dispersé, améliorer le soutien par les pairs, améliorer le réseautage, améliorer les activités de vie significatives, donc soutenir davantage particulièrement ce groupe. On a vu aussi que le soutien thérapeutique était très important. Il est identifié comme le premier besoin non comblé. On a vu aussi qu'il y avait des variables dans le modèle qui ressortaient comme plus importantes que d'autres. Donc, la détresse qui revient là d'une façon importante, l'estime de soi aussi. Donc, améliorer le soutien thérapeutique à la clientèle m'apparaîtrait comme une autre recommandation importante à faire. En fait, aussi une autre recommandation, améliorer la fonction du case management. On sait que le case management vise à soutenir les personnes directement, mais qu'il y a une fonction aussi très importante de coordination des besoins de la personne aux services de santé, services sociaux. Et on a vu aussi dans l'étude que les contraintes, les barrières structurelles étaient très importantes, de l'ordre du double des barrières motivationnelles. Donc, je pense qu'il y a lieu de rehausser la fonction de case management pour mieux répondre aux besoins structurels de nos populations. Et en fait, un dernier message, je pense que c'est important d'augmenter le financement alloué à l'itinérance, qui demeure quand même un parent pauvre de la santé et des services sociaux. Le logement, on sait qu'on vit dans une crise importante du logement, et particulièrement du logement abordable, donc l'importance de mieux financer le logement et aussi l'importance de mieux soutenir nos usagers d'une façon générale et particulièrement aussi mieux les financer. Ça aussi. Donc, merci beaucoup et sur ça, je laisse la parole à Lia qui va poursuivre la présentation. Lia, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup, Marie-Josée. Moi, je vais présenter les résultats de deux articles que nous avons, une que nous avons déjà publié sur les variables associées à la qualité de vie, la détérioration de la qualité de vie pendant la pandémie, et autre qui est sur révision, que c'est les profils de détérioration de la qualité de vie chez les populations résidant dans les logements permanents avec soutien. Donc, on va continuer présentant les objectifs. Euh, on dit, je Donc, m'excuse, mais on dirait que je ne peux pas avancer la présentation, c'est bloqué. Donc, je ne sais pas s'il y a, tu peux mettre ta présentation, peut-être, oui, ce serait mieux. OK, oui, donc parfait. désolée, je vais enlever la présentation. Désolée, Lia, Non, c'est à toi. Je vais aussi pas de demander problème. à Lia de mettre sa caméra. Je pense qu'elle a oublié de l'actionner. S'il vous plaît. Pardon. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait, Lia. Oui, Merci. OK, parfait. Excellent. Je vais juste mettre en mode présentation. Euh, donc, peut-être ici, ici. Et là, paramètre de l'affichage. Euh, Attends. Je crois que... Est-ce que c'est correct pour vous? Allô? Oui, c'est bon, Lia. Oui, c'est bien? OK. Donc, les objectifs. Pour le premier article,
il avait comme objectif d'identifier chez les résidents en logement permanent avec soutien pendant la pandémie de COVID-19 les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et d'utilisation de services associées à la détérioration de la qualité de vie. Pour le deuxième article, l'objectif était d'identifier chez les résidents en logement permanent avec soutien des profils de la détérioration de la qualité de vie basés sur les variables sociodémographiques, cliniques et d'utilisation de services. Donc, les deux études ont été une sous-extension de l'étude que Marie-Josée a présentée, le gros projet. Il comptait avec 231 participants et la collecte des données a commencé donc, après le lockdown de la pandémie. Elle a commencé en novembre 2020 et jusqu'en avril. La majorité des entrevues ont été faites par téléphone, mais quand elle était faite dans les cafés ou dans les logements, ils respectaient toutes les mesures sanitaires comme l'utilisation des masques. Donc, on avait le même modèle, donc le même questionnaire que Marie-Josée vient de présenter avec des questions sociodémographiques, cliniques et d'utilisation. Mais par contre, on a ajouté des questions avec de COVID, de la période de COVID. Quelles sont les principales questions qu'on a ajoutées? On a ajouté la perception de la réduction de la qualité de vie pendant la pandémie. C'était une variable dichotomique, oui ou non. Donc, c'était une détérioration perçue pour les participants. Il avait aussi des variables cliniques comme la détérioration de la santé mentale et la détérioration de la santé physique. Ces questions, par exemple la détérioration de la santé mentale, étaient plutôt une variable créée à partir des 5 questions. Donc, si les participants, par exemple, avaient des sentiments, des idées suicidaires, d'augmentation de consommation d'alcool, de consommation de drogue, ainsi que s'il avait senti augmentation de l'angoisse, de l'anxiété et des sentiments de dépression. Pour des variables cliniques aussi, on ajoutait les diagnostics autoreportés pour les participants s'il avait des symptômes qui pourraient être de la COVID-19 comme des symptômes de fièvre, de la toux, à partir de mars 2020 jusqu'à la date de l'interview. Pour les variables utilisation de services, on a posé des questions sur la réduction d'utilisation de services à partir de mars 2020, donc la réduction dans les rendez-vous médicaux, les services bio-psychosociaux, les services de base comme l'alimentation, vêtements, et aussi comme les suivis d'un logement permanent avec soutien et les visites à l'urgence. Donc, à partir des variables que je viens de vous présenter, nous avons fait des analyses des données pour répondre à nos deux objectifs. Pour les 231, pour les deux études, on a fait des analyses descriptives. Donc, on a fait des analyses comme des moyennes. Pour les variables catégorielles, on a fait des distributions de fréquences et on a utilisé toujours l'intervalle de confiance à 95%. Donc, les premiers articles, c'était identifier les variables associées à la détérioration de la qualité de vie. Nous avons utilisé un modèle de régression logistique binaire. Et là, nous avons testé plusieurs modèles et nous avons utilisé les indices de AIC, BIC pour sélectionner les meilleurs modèles qui répondaient à notre objectif. Pour le deuxième article, donc, le profil de la détérioration de la qualité pendant la pandémie chez cette population, nous avons fait une analyse des clusters et la comparaison entre les groupes a été faite pour les variables catégoriques.
nous avons utilisé un Kikari. Et pour les variables continues, nous avons utilisé des tests des fichiers de tester. Voilà les résultats. On va commencer. Donc, nous avons environ 62% des participants qui avaient on dit qu'il avait une détérioration de la qualité de vie perçue pendant la période de la pandémie. Et là, si on regarde les variables concernant la détérioration de la santé physique, on avait environ 20%. Et pour la détérioration de la santé mentale, là, on trouve un pourcentage d'environ 60%. Donc, si on regarde déjà ces résultats, on voit la différence qui la perception de détérioration de santé mentale pendant la pandémie était plus perçue pour les participants. Pour les participants qui ont dit qu'ils avaient comme les symptômes de COVID pendant cette période, on avait environ 20%. Et pour la réduction de l'utilisation de services, si on prend les distributions de fréquences, on voit que les services qui avaient plus fréquemment réduits pendant l'épidémie, c'était le suivi d'un logement permanent avec soutien, suivi des services de base, donc des banques alimentaires, des vêtements. Et après, on voit les rendez-vous médicaux, les services biopsychosociaux, quoi s'inclut ici, par exemple, de consultation donc avec en CLSC, avec les infirmiers, et une réduction de 13% des services d'urgence. Nos résultats. Donc, pour les variables associées à la détérioration de la qualité de vie, qu'est-ce qu'on a pour les sociodémographiques? On voit que les individus résidant plus de 10 ans dans le logement permanent, ils sont moins à risque de avoir la détérioration de la qualité de vie par rapport aux nouveaux résidents, donc moins de 2 ans, résidents dans le logement permanent avec sortie. Donc, c'est à peu près 80% moins à risque. Pour les sociodémographiques, on a aussi la satisfaction avec les logements permanents. Si on fait, on regarde dans les modèles de régression, si on regarde pour les moins satisfaits, les personnes qui sont plus satisfaites sont moins aussi à risque d'avoir la détérioration de la qualité de vie. Pour les variables cliniques, là, ce n'est pas surprenant qu'on trouve que les personnes qui ont des troubles mentaux ou des troubles liés aux substances psychoactives, il fait une comparaison avec les personnes qui n'ont pas de troubles mentaux ni des troubles liés aux substances psychoactives. Ces personnes sont plus à risque d'avoir une détérioration de la qualité de vie. Et si on regarde les personnes qui ont dit qu'ils ont eu des symptômes de la COVID pendant cette période, aussi on voit que ces personnes sont plus vulnérables, sont plus à risque d'avoir la détérioration de la qualité de vie. Pour les variables d'utilisation de services, comme Marie-Josée présentait tantôt, nous avons dans notre modèle des variables qui ont mesuré l'utilisation de services 12 mois avant la date de collecte des données. Et là, les seules variables qui ressortent dans notre modèle de régression, c'est les individus qui ont utilisé des services ambulatoires autres que psychiatriques qui étaient comme un effet protecteur. Donc, ils sont moins à risque d'avoir la détérioration de la qualité de vie.
Pour la réduction d'utilisation de services, donc les services qui ont réduit pendant la période de la pandémie, on voit que les services qui avaient plus d'impact, plus de, pour les individus, donc plus de réduction, c'était vraiment les services de base, donc par exemple l'alimentation, les vêtements, les personnes qui ont eu dit qui ont une réduction de ces services sont 6 fois plus à risque d'avoir la détérioration. Et pour les services biopsychosociaux et les services de suivi dans les logements permanents de soutien, les participants qui ont rapporté qu'il y avait des réductions sont 3 fois plus à risque d'avoir la détérioration de la qualité de vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure avec ces 2 études? Les confinements, donc l'isolement social, a vraiment une contribution pour la détresse psychologique et pour la dépression. Donc, il y a un impact sur pendant la pandémie. La population qui a des troubles mentaux, surtout des troubles mentaux graves, sont plus aussi à risque d'avoir une détérioration de la qualité de vie et que la réduction des services comme des services de base comme l'alimentation, les vêtements, dans nos résultats, c'était le principal facteur qui a contribué pour la détérioration de la qualité de vie. Les personnes qui résident dans un logement permanent avec soutien plus longtemps, donc plus de 10 ans, et c'est en effet protecteur pour réduire les risques de la détérioration de la qualité de vie. Et là, on peut jeter, comme Marie-Josée parlait tantôt, la stabilité résidentielle, ça peut être un facteur important. Donc, nos recommandations. Quelles seraient les recommandations pour les 2 études? Qu'il faut vraiment maintenir l'accès aux services de base dans le contexte d'une pandémie. Donc, pour la population à risque, pour éviter une détérioration de la qualité de vie. Nous savons que avant n'était pas vraiment prête pour avoir une pandémie de COVID-19, mais maintenant que tout que nous avons vécu, on peut s'y préparer déjà pour soutenir cette population et faire des planifications. Il faut aussi maintenir l'accès aux services ambulatoires autres que psychiatriques parce qu'ils jouent en effet protecteur. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup la période post-pandémie, on voit qu'on a beaucoup de consultations en télémédecine. Donc, ça serait peut-être dans une hypothèse d'une nouvelle pandémie ou des confinements que ces personnes pourraient utiliser ce type de ressources pour avoir des services ambulatoires. Il faut aussi porter attention spéciale aux besoins aux personnes qui sont logées dans un logement permanent avec soutien avec peu d'années, donc que ce soit moins de 2 ans dans les cas que nous avons fait nos études, mais c'est sûr que les nouveaux résidents, ils ont un sentiment encore d'instabilité résidentielle. Et aussi, il faut assurer des mesures sanitaires dans le logement permanent avec soutien concentré afin afin d'éviter la transmission de la COVID parce que ça jouait aussi dans notre étude comme impact sur la détérioration de la qualité de vie. Donc, je finis la présentation. Je vous remercie beaucoup. Je suis très contente de présenter nos résultats. Et je vois que vous avez déjà des questions dans les chats. On va vous répondre.
Oui, alors, merci encore pour cette super belle présentation, super intéressant. On va débuter la période de questions. Juste un petit rappel pour la procédure. On vous invite là à utiliser le module Lever la main au bas de votre écran si vous voulez poser une question. Puis, Armelle va pouvoir vous donner le droit de parole. Elle va mentionner votre nom et vous allez recevoir une invitation là, pour prendre la parole et poser vos questions ou vos commentaires. On va débuter à l'instant. Oui, et là, je donne la parole à Judith Arsenault. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui. Ma question est pour Madame Fleury. Je me demandais si pour les divers projets SRA, souvent ils ont des critères d'admissibilité ou de priorisation qui sont différents d'un projet à l'autre. Je me demandais donc si ça avait été pris en compte dans l'analyse des résultats, parce que évidemment, un projet qui, par exemple, va avoir des critères d'exclusion de personnes qui ont des situations très complexes, ça va impacter leurs besoins et aussi leur stabilité résidentielle et leur réinsertion sociale, etc. Puis, par expérience, nous, on a l'impression que les projets avec des logements dispersés sont à plus haut seuil d'accessibilité, en général, hein, c'est vraiment une grosse généralisation, que les logements sociaux et communautaires qui, parfois, vont avoir des critères d'exclusion qu'on n'a peut-être pas dans des offres de logements dispersés. Donc, je me demandais si c'est quelque chose qui avait été considéré dans le cadre de votre recherche. Alors, c'est une excellente question. Merci pour cette question. En fait, on n'avait pas ce critère d'exclusion-là, particulièrement là, pour les ressources. Je vous dirais qu'on a recruté, comme vous avez vu, un peu plus quand même dans le logement social ou le logement communautaire. Par contre, on a fait des analyses à savoir si la clientèle se distinguait dans les deux types de logements, parce que quand on fait aussi des analyses multivariées, on contrôle là, aussi ce genre de questions-là. On n'a pas vu de différenciation, mais je vous dirais que c'est pourquoi aussi on fait le volet qualitatif qu'on fait présentement là, pour un petit peu plus. Là, on a un volet aussi avec les ressources. On va plus aussi regarder ces différentes distinctions-là. Puis je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a des ressources qui excluent, par exemple, les personnes peut-être qui ont de trop gros problèmes de dépendance, qui ont plus de restrictions dans leurs ressources. Fait qu'on va plus regarder ça avec le volet qualitatif. Dans le volet quantitatif, on a moins regardé ça. Mais c'est sûr qu'avec le portrait que je vous ai donné, le sociodémographique clinique, on parle quand même d'une population avec de multiples besoins. Puis c'est sûr que nous, en termes de validation de nos résultats, on essaie toujours de se comparer avec la revue scientifique, là, les revues de littérature. Et je dirais que le portrait que nous avons donné là, de ce que ressemble la population ciblée là, en termes de variables sociodémographiques cliniques, c'est un peu le portrait quand même qu'on retrouve là, de cette population-là d'une façon générale. Mais c'est vrai que notre étude, peut-être que nous, on a recruté un peu plus dans le logement qu'on a appelé concentré que dispersé, contrairement à la plupart de la littérature qui est plus là, reliée à des programmes de Housing First. Parfait, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres mains levées actuellement. Est-ce que il y a des participants qui ont d'autres questions? Il y avait dans le chat, je ne sais pas si Armelle dans le chat, s'il y a quelque chose. Oui. Dans le chat, on avait répondu à quelques questions déjà, mais je peux comme les reprendre. Alors, j'ai Jean Gravel qui demandait est-ce que l'outil PNCQ pourrait être utile dans un processus d'identification des besoins en milieu hospitalier? Si oui, est-ce que la version française est disponible? Oui. En fait, oui, la version française, elle est disponible. C'est un instrument, oui, qui pourrait être utilisé aussi. Il y a d'autres instruments d'évaluation des besoins qui existent, là, comme le Camberwell Assessment of Need. Nous, on a fait une version validée de ce questionnaire-là qui s'appelle le Montreal Assessment of Need Questionnaire, qui est aussi un questionnaire que nous, on a plus utilisé justement dans des milieux hospitaliers. Donc, vraiment une multitude quand même d'instruments de mesure de besoin. Après ça, donc, il faut voir celui qui convient le plus là, à ce qu'on veut faire comme étude.
Donc, si vous êtes plus intéressé à discuter de cette question-là, là, on pourrait regarder ça ensemble dans un autre moment. J'ai une autre question de Shiva Firozi. Il y a la différence entre trouble mental et problème de santé mentale. Est-ce que vous l'avez pris en compte ou les deux termes sont identiques dans votre recherche? Ben, c'est sûr que nous, on s'est intéressé aux troubles mentaux qu'on a diagnostiqués à partir de deux instruments de mesure, le MINI, puis aussi un instrument là, sur les troubles de la personnalité. Mais on sait aussi, on avait d'autres mesures de problèmes de santé mentale, si vous voulez, où on a demandé, par exemple, aux personnes, là, comment ils considéraient leur perception de leur santé mentale sur une échelle d'1 à 5. C'est une question qu'on retrouve beaucoup dans les grandes enquêtes populationnelles au niveau de la santé mentale. On fait une distinction aussi entre la mesure de perception de l'état de sa santé mentale versus un diagnostic qui est plus posé à partir d'une échelle de mesure. Donc, oui, on s'est intéressé aux troubles mentaux, mais on avait, comme je vous disais, donc les perceptions, on avait la détresse psychologique. Oui. Aussi, on avait le suicide, mais c'est pas ressorti dans nos études. Aussi, si les personnes avaient eu des tentatives suicidaires. Donc, on avait quand même beaucoup de mesures. Mais quand je parle de troubles mentaux et de dépendance, je ferais vraiment allusion à des diagnostics posés et si je compare là, à la mesure de perception de sa santé mentale. Je n'ai pas d'autres questions à mon niveau. Parfait. Alors, si moi j'ai des questions là, de mon côté, aussi des prompts pour générer la discussion, on peut aussi parler un peu de la recherche de l'IA Gentil. On voudrait savoir si jamais vous avez des questions, est-ce que les résultats concernant la détérioration de la qualité de vie durant la COVID vous parlent et font du sens pour vous selon votre expérience, là? Ouais. Pardon de votre... Est-ce que tu pourrais Non, mais répéter? c'est pour tout le monde, L'audience. Ah, l'audience. ok. Et là, Ok. je peux répéter la question. Dans le fond, est-ce que les résultats que l'IA a présentés concernant la détérioration de la qualité de vie durant la COVID vous parlent et ce qui font du sens pour vous? Est-ce que ça concorde avec votre expérience? Vous pouvez lever la main et puis je pourrais vous donner la parole si vous avez un commentaire à émettre. Peut-être qu'il n'y a pas d'intervenants ou de gens qui ont travaillé dans des ressources qui n'ont pas cette expérience-là. C'est sûr que nous, c'est des résultats de recherche, bien sûr, la perception des usagers, mais c'est intéressant aussi d'avoir la perception, ce qu'on fait dans la recherche en cours, de voir la perception aussi des intervenants et des gestionnaires de soins. Je pense qu'il y a une main levée Oui, de j'ai Frédéric Frédéric Arène. Arène. Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. On n'entend rien. C'est bon. Calvaire, j'ai plus de son. Désolé, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez une question ou vous vous êtes trompé et vous avez levé votre main? OK, je vais passer la parole à Carlos Tamayo. Juste activer le micro. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Ben non, vraiment, c'était pour remercier Marie-Josée et son équipe. C'était vraiment impressionnant les résultats qui ont été dévoilés. Et nous, Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, c'est sûr que ça va nous aider énormément dans les cadres de nos analyses. Et c'est sûr déjà que j'ai un point de comparaison avec notre tableau de bord et on se retrouve certainement dans quelques de vos conclusions. Un grand merci. Un grand merci à vous. Ça merci. fait toujours plaisir d'entendre parler de mouvement. OK. Euh,
Je vais passer la parole à Nathalie Ross. Juste activez votre micro, s'il vous plaît, Madame Ross. La main a été baissée. OK. Peut-être qu'on s'est trompé tout Bonjour, simplement. est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui. OK. Oh, j'ai essayé plein de boutons. OK, merci. Je voulais savoir, vous avez parlé à un moment donné des besoins non comblés au niveau financier. Est-ce que c'est possible de préciser qu'est-ce que ça signifiait? Ben, en fait, ça peut être plusieurs ressources. Le fait qu'on n'a pas assez de moyens financiers. Et aussi, juste par rapport à ça, je pourrais vous dire que j'étais aussi co-chercheur principal sur la recherche là, à l'époque de Housing First et on avait fait pas mal d'entrevues avec les usagers. C'était quelque chose qui nous était souvent dit, là, qu'il restait très peu. C'est sûr que la majeure partie des usagers ont, comme vous savez, de l'aide sociale. Et donc, après le paiement quand même, même si leur logement est pondéré là, à 20-30%, à 25-30% de leurs revenus, il reste quand même peu de marge de manœuvre là, pour il y en avait plusieurs qui nous disaient, bon, j'ai pas assez d'argent pour même acheter un cadre, pour avoir le téléphone. Si je veux sortir, on sait que ça coûte cher les sorties. Donc, beaucoup d'isolement. Donc, c'est sûr que la situation financière fait référence aussi au fait d'avoir des sous, mais aussi le fait de gérer ses sous aussi. Donc, peut-être on peut faire des liens avec les fiducies ou bon, donc comment mieux gérer ses sous. Donc, cette allusion principalement à ces deux dimensions. Merci. Merci. J'ai Monsieur Frédéric Arène qui a la main levée. Je lui repasse la parole. Juste activez votre son, s'il vous plaît. La main s'est rebaissée. Je pense qu'Armel aussi, on a dépassé notre Oui, temps, il est on une a heure et dépassé deux. notre temps. Nous sommes à 1h03. Dorothée, je te passe la parole. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé à cette activité. Dans les jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations concernant l'enregistrement du webinaire et les diapositives. Vous allez aussi recevoir les mêmes informations, dans le fond, ces informations-là seront disponibles éventuellement sur le site web du réseau de recherche en santé des populations du Québec et sur la page YouTube là, de l'Axe santé mentale des populations. Alors, bonne journée à tous. Merci, au revoir.